La lutte contre le virus Ebola ne faiblit pas au Togo malgré la victoire contre la maladie au Libéria. Pour parier à toute éventualité, c'est une étude de riposte qui a été commanditée par le gouvernement togolais. Le prix du bol du maïs a subi une légère hausse ces derniers jours sur les marchés togolais. Une augmentation qui fait naître des spéculations auxquelles les responsables du ministère en charge de l'agriculture mettent fin en apportant des réponses à cette situation. Et puis déjà la troisième étape pour le Tour cycliste international du Togo. Ce mercredi, les participants ont couru une distance de 103 km de Niamtougou à Bassar. Vous aurez tout de suite les échos de cette troisième journée. Voilà donc pour les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, au courrier arrivé du chef de l'État ce mercredi, que des messages de félicitations. Le président de la Commission de l'Union européenne, le président de la Commission de la CEDEAO, M. Louis Michel, et les présidents et d'autres chefs d'État ont félicité le président de la République donc pour sa réélection. Ils ont tous salué l'esprit de paix qui a prévalu durant le processus électoral et tout en souhaitant un bon mandat au chef de l'État pour sa réélection. Et également, toujours au courrier arrivé de chef de l'État, des messages de félicitations pour la célébration du 55e anniversaire de la fête nationale du Togo. Des messages qui nous parviennent donc de la part du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, du président du Malawi, le professeur Arthur Peter Mutharika, du président Sergio Mattarella de la République italienne, des présidents de la Mongolie, des présidents de son Altesse Mohamed VI, le roi du Maroc, du président Ali Bongo Ondimba du Gabon et du président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons encore plus en détail sur les autres messages de félicitations reçus par le chef de l'État dans le courant de cette édition. Je vous le disais en titre, le Libéria, l'un des 3 foyers du virus Ebola, est depuis samedi dernier libéré du spectre de la maladie. Mais malgré cette annonce, la prévention ne faiblit pas, surtout dans les pays non touchés comme le Togo. Au nombre des différentes mesures préventives prises par le gouvernement, la dernière, une étude anthropologique de riposte contre la maladie. Les résultats ont été présentés ce matin en présence du chef du gouvernement, le Premier ministre Koïssi Lagodji Aoumé Zeno. Le compte rendu de cette rencontre avec Apollinaire Kadanga. Dès l'apparition du virus Ebola dans la sous-région ouest africaine, chaque pays, dont le Togo, a pris un certain nombre de mesures préventives. Mieux, le gouvernement togolais est allé plus loin en optant pour une étude anthropologique dont les résultats ont été présentés ce jour au Premier ministre. Avec le soutien du gouvernement togolais, nous avons mené une enquête qui est un travail absolument unique en matière d'Ebola, c'est-à-dire que l'équipe d'anthropologues du professeur Aweso de l'université de Lomé a mené une enquête anthropologique dans tout le pays pour déterminer les représentations de la population en matière d'Ebola. C'est-à-dire qu'est-ce que les gens pensent d'Ebola, qu'est-ce qu'ils ont pensé des messages qui leur ont été transmis et comment est-ce qu'ils agiraient si Ebola se produisait dans le pays. Et ce que nous avons trouvé en germe dans la population des idées fausses qui ont entraîné des comportements extrêmement négatifs au Libéria, en Guinée et au Sierra Leone, c'est-à-dire des gens qui ne croyaient pas qu'Ebola était là ou qui croyaient que Ebola avait été créé, on ne sait pas trop par qui, des idées complètement fausses qui fait que les gens ne suivaient pas les mesures de prévention, cachaient leurs malades et voire même tournaient à la violence puisqu'il y a eu des équipes qui ont été assassinées dans ces 3 pays. Tellement les gens avaient peur et avaient des idées fausses sur Ebola. Donc ça, c'est ce que nous avons vu. C'est une enquête absolument unique. Ça a eu lieu nulle part ailleurs et il faut vraiment féliciter le gouvernement togolais d'avoir pris cette initiative. Appuyé sur cette enquête, j'ai fait des propositions de communication
différentes pour éviter de créer l'anxiété, de créer la peur. Il ne faut pas générer la peur. D'abord, Ebola n'est pas une maladie toujours mortelle. Entre un tiers et la moitié des malades survivent s'ils sont pris en charge dans un centre de soins. Le Togo a mis en place des centres de soins au cas où Ebola apparaîtrait. Donc si jamais il y a Ebola, il ne faut pas penser que c'est toujours mortel et garder le malade chez soi. Au contraire, il faut amener le malade dans un centre de soins pour lui donner la chance de s'en sortir. Donc nous avons proposé une communication, deux types de communication. Une communication pour le Togo tel qu'il est là à l'heure actuelle quand il n'y a pas Ebola, pour informer la population, la sensibiliser, l'éduquer, de telle sorte que si demain il y a Ebola, à ce moment-là on puisse mettre en place une communication de crise qui indiquera à la population quelles mesures prendre. Cette enquête et les différentes recommandations donnent bien évidemment une vue sur l'avenir. Le chef du gouvernement, Ahmed Zounoussi Leagodji, s'en est réjoui et a invité tout un chacun à rester vigilant. Il y a une étude anthropologique qui montre que nous ne devons pas baisser la garde. Et certains peuvent être tentés en raison du fait que les pays les plus touchés commencent à sortir de l'épidémie. Certains peuvent être tentés de croire, de penser qu'on a déjà réalisé l'essentiel et qu'on peut laisser les choses aller. Je pense que c'est plutôt maintenant qu'il nous faut réfléchir à la même manière de maintenir la garde très haute, de continuer à garder les bonnes attitudes et surtout de réfléchir à la manière dont nous pouvons élargir ce comité qui s'occupe d'Ebola à la prévention des grandes crises et des grandes épidémies et des maladies infectieuses qui continuent à arriver ou à se renouveler dans notre région. Donc cette étude nous permet d'envisager la réflexion pour l'avenir et de voir comment nous devons maintenir le travail que nous avons fait jusqu'à présent et qui nous a permis d'échapper à ce virus. Et je pense que tout commence maintenant. L'intérêt pour nous, cette étude, c'est de maintenir la garde, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de savoir que définitivement dans notre région, il y a cette maladie qui peut revenir, comme reviennent souvent un certain nombre d'épidémies, et qu'il faut avoir les bonnes attitudes, comme vous avez dit, de rester dans un cercle vertueux en termes de compréhension de la maladie, en termes de prévention, en termes de riposte, de manière définitive, jusqu'à ce qu'un jour, on se dise que le monde est débarrassé de cette maladie. Mais en tout cas, je pense qu'à partir de maintenant, nous ne pouvons plus nous comporter comme si ce n'est pas possible d'avoir affaire à une épidémie aussi grave. Maintenant, il faut envisager le budget de la santé en termes effectivement d'objectifs. Il ne faut pas simplement faire un budget parce qu'on doit avoir un budget pour le ministère. Qu'est-ce que nous voulons régler dans les 5 ans qui viennent? Quels sont les moyens dont nous disposons? Quels sont les moyens qu'il nous faut rechercher en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, en termes de matériel, en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de la santé? Un cadre comme celui-ci doit être un instrument d'amélioration de l'action du gouvernement dans le domaine de la santé. Quoi que l'on puisse dire, le Togo a été proactif en mettant sur pied un comité qu'il se doit de maintenir en état d'éveil. Rappelons qu'au Libéria, la maladie, selon l'OMS, a disparu et une cérémonie l'a d'ailleurs marquée. Cérémonie à laquelle le président Faure Sozena Sengbe, superviseur de la CEDEAO pour la riposte et l'éradication du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, a pris une part active. Un projet intitulé Transfert monétaire est en cours d'exécution dans les régions de la Kara et des savanes. Il vise l'amélioration de l'accessibilité des communautés pauvres au filet de protection sociale. Le projet Transfert monétaire se propose de prévenir et de prendre en charge la malnutrition chez les enfants de 0 à 24 mois et d'assurer la récupération nutritionnelle des enfants âgés de 2 à 5 ans. Plusieurs ménages de diverses localités sont touchés par ce projet. Nestor Mouzo s'est rendu à Somboyou dans la préfecture d'Assoli. Il y a rencontré certains bénéficiaires en vue de mesurer l'impact que le projet a sur leur vie. Regardez. Elle a 21 ans et c'est son deuxième enfant qu'elle tient. Cette femme de Somboyou, dans la préfecture d'Assoli, remplit les conditions d'éligibilité au projet transfert monétaire. Elle a déjà perçu 2 fois les 5 000 francs mensuels que le projet octroie aux bénéficiaires. Avant, je n'avais pas de moyens, mais maintenant, avec l'argent que je reçois, j'achète du poisson pour enrichir ma sauce. Cela me permet aussi de varier notre alimentation. J'achète du riz, du haricot. Avant, j'utilisais le savon qu'on appelle grève bourré. Aujourd'hui, j'ai changé, j'achète du savon qui liche bien, genre Fanico et BF. Maintenant, je suis heureuse.
Tout comme elle, d'autres femmes de la localité sont prises en compte par le projet transfert monétaire, soit parce qu'elles portaient une grossesse au moment de l'identification, soit qu'elles ont des enfants ou supportent des enfants de 0 à 24 mois ou encore des enfants de 25 mois à 59 mois victimes de malnutrition aiguë ou sévère. Ce projet est une véritable manne pour elles. Désormais, si mon enfant tombe malade, je l'amène au dispensaire pour le soigner. Il n'y a pas longtemps, nous avons été hospitalisés à Bafilo. Mon enfant souffrait de paludisme et il était anémié. Aujourd'hui, il est guéri grâce à cet argent. Nous servons de l'argent qu'on nous donne pour soigner nos enfants. Nous achetons aussi des aliments riches pour les nourrir. Par exemple, du macaroni et la farine pour la bouillir. Ma fille n'avait pas cette forme. Elle était maigre, mais depuis que je bénéficie de l'aide, elle a de l'embonpoint. Nous remercions sincèrement le bienfaiteur. L'octroi de 5 000 francs par mois n'est qu'un volet du projet transfert monétaire qui vise à accompagner les ménages pauvres dans l'accès au filet de protection sociale. Dans les jours à venir, nous programmons la sensibilisation au niveau de chaque village. Nous allons regrouper les bénéficiaires par village, leur parler de l'hygiène alimentaire et vestimentaire des enfants, la propriété, le lavage des mains, tout ça là. Nous allons aussi encourager les femmes, quand bien même qu'elles accouchent dans les unités de soins périphériques, déclarer aussi les enfants pour que les enfants aient des naissances. Nous allons encourager non seulement les femmes et les hommes à scolariser les enfants, que ce soit les enfants filles et garçons. Le projet va toucher cette année plus de 21 500 bénéficiaires répartis dans 317 villages des régions Kara et Savane. Après 30 mois, s'il se révèle satisfaisant, il est prévu qu'il s'étende à d'autres régions. Si vous avez acheté du maïs ces derniers jours, vous aurez constaté une légère hausse du prix du bol de cette céréale, un prix qui varie de 550 à 600 francs. Mais pourquoi cette augmentation? Lucassi et Clarisse Aticlet sont allés aux nouvelles. Le prix du bol de maïs connaît depuis quelques jours une légère hausse sur les marchés. Ce mercredi, jour du marché d'Akodesewa, un des marchés de référence de la capitale, pour avoir un bol de maïs de 2,5 grammes, il faut débourser impérativement 600 francs CFA contre 500 francs la semaine dernière. Depuis le champ, nos fournisseurs nous livrent le bol de maïs à 500 francs CFA au lieu de 450 francs CFA. Cette hausse serait due au retard des pluies. Il ne pleut pas, ce qui fait que les producteurs ont peur de faire sortir leur stock de maïs. Du coup, le prix a grimpé de 500 francs à 600 francs. Ce prix varie également d'une région à une autre et cette légère hausse des prix fait objet de spéculation. Pour le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, c'est une situation tout à fait normale. Vous allez dans la région des plateaux, les prix sont autour de 450-500, surtout au marché d'Akweseme, alors que 2 semaines auparavant, les prix tournaient autour de 400 francs. Et même tendance aussi au niveau de la région centrale, où il a été relevé des prix du bol de maïs de 2,5 de l'ordre de 450 à 475, alors qu'au niveau de la région de la Kara, ça varie entre 400 et 450 et par endroit 500. La région des savanes est relativement beaucoup plus stable, où on a noté des prix allant de 400 à 425 francs le bol de maïs de 2,5. Donc par rapport à cette situation, il se développe une petite spéculation autour de la communication. Mais en réalité, nous vivons, je dirais même, une situation normale des choses. Nous sommes au mois de mai et c'est donc le mois au cours duquel les paysans engagent les travaux champêtres de façon beaucoup plus accentuée. Et il faut signaler que nous avons connu cette année
un démarrage précoce des prix. Donc par rapport à cette situation, le niveau d'approvisionnement des marchés a un peu diminué de Lomé jusqu'à 5 à 6. C'est ce qui explique cette tendance haussière des prix. Je dirais même que cette situation va à l'avantage des paysans. Pour la campagne 2014-2015, nous avons atteint un niveau de l'ordre de 156 000 tonnes d'excédent de production en termes, du moins dans la filière céréalière. Et donc les paysans n'arrêtent de nous appeler qu'ils ont des difficultés d'écoulement. Donc c'est une situation un peu aiguë que nous gérons sur l'ensemble du territoire. Donc Dieu merci, avec cette stimulation des prix, nous pensons que les paysans pourront trouver des créneaux ou des circuits d'écoulement, tant au niveau national qu'au niveau de la sous-région. Il faudrait que les paysans, à l'issue des mois de dur labeur, puissent aussi rentrer dans leurs fonds au point même de dégager des bénéfices. Donc l'ANSAD qui offre les meilleurs prix, 16 000 francs le bol, du moins sur le sac de 100 kg, se retrouve seul sur les marchés ruraux, alors que nous avons une capacité de mobilisation relativement moindre par rapport au volume de stocks qui sont dégagés. Les excédents céréaliers enregistrés au Togo ces dernières années sont un atout et permettent de faire face efficacement à toute situation de hausse des prix. Nous allons nous saisir de cette situation pour sensibiliser les paysans que finalement les marchés sont ouverts puisqu'ils ont des créneaux dans lesquels ils pourront écouler le maximum de stock. Mais en même temps, au niveau de notre département, donc le ministère de l'Agriculture, nous veillons au grain. Nous avons à travers l'ANSAD des équipes qui sont déployées sur l'ensemble du territoire pour faire un suivi quotidien des prix. Dès lors qu'on va franchir un certain seuil, l'ANSAD va engager les stocks sur le territoire. Mais tout se fera dans le respect des intérêts des producteurs, c'est nos partenaires, dans le respect aussi des intérêts, des femmes commerçantes. Elles sont nombreuses sur l'ensemble du territoire. Il n'est pas question de mettre un frein à cette dynamique qui va donner plus de prospérité aux paysans et les encourager même à s'investir davantage. Le suivi rigoureux des prix sur les marchés va donc se poursuivre et au moment opportun, le ministère de l'Agriculture agira afin de soulager et les producteurs et les consommateurs. Et le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, président du comité national de la transhumance, porte à la connaissance des présidents des comités préfectoraux de la transhumance, des responsables opérationnels préfectoraux de la transhumance, des éleveurs nomades, des agriculteurs et de tous les autres partenaires que la campagne de transhumance 2014-2015 prend fin le 15 mai 2015 sur toute l'étendue du territoire national conformément à l'arrêté interministériel du 22 mai 2008 portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Par conséquent, il est demandé aux comités préfectoraux de transhumance et aux services techniques concernés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le retour paisible des troupeaux transhumants dans leur pays d'origine. Le ministre en charge de l'élevage compte sur le civisme de tous les acteurs impliqués dans la transhumance. Santé humaine à présent, le diabète, les causes et la prise en charge des personnes qui en souffrent étaient au centre d'une conférence ce mercredi à Lomé, une initiative des responsables du laboratoire Servier en collaboration avec le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Des précisions avec Liberté à Rodo et Rachel Aoko. Comment freiner le taux de mortalité lié au diabète et amener la population à connaître son statut afin de se mettre à l'abri du diabète? Voilà les préoccupations qui ont réuni ces prestataires de soins et experts pour élaborer des stratégies et plans d'action pour la prise en charge du diabète. L'initiative vient du laboratoire Servier et du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Il s'agira spécialement ce jour de former les prestataires de soins des principaux centres de référence de prise en charge du diabète qui se trouvent à Lomé et ses environs sur les nouvelles stratégies concernant la prise en charge du diabète dans le monde et surtout les stratégies, les directives nationales
que le ministère de la Santé s'est donné pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le diabète dans notre pays. Cette rencontre sera suivie de sensibilisation de masse et des campagnes de dépistage. Ce que nous attendons à travers ce renforcement de compétences, c'est de voir le diabétique vivre en harmonie avec son diabète. Le diabète se manifeste sous deux formes. Le type 1 qui est une forme immédiatement diagnostiquée et le type 2, un diabète qui vit caché. Le surpoids et l'obésité sont des facteurs aggravants de cette maladie. Au Togo, plus de 22 000 personnes en souffrent. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME, PMI, ANPGF, dans son rendez-vous mensuel, le mercredi de l'entrepreneur, a réuni ce matin à Lomé les opérateurs économiques, porteurs de projets et chefs d'entreprise. Objectif, mieux les préparer à l'élaboration d'un plan stratégique d'entreprise, une sorte de feuille de route pour l'atteinte des objectifs de toute société. Sonia Aminikbo, Carmen Madji, à Capo. Faire croître une entreprise appelle à un plan stratégique lequel s'impose comme une composante clé de la planification et de la croissance pour justement aider l'entrepreneur à établir une vision réaliste. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI offre donc l'occasion aux chefs d'entreprise et aux opérateurs économiques pour stimuler leurs activités en maîtrisant le concept plan stratégique d'entreprise. Le plan stratégique va plus loin que la simple planification dans la mesure où, pour la réalisation du plan stratégique, l'entrepreneur est obligé de prendre en compte le contexte interne et externe et analyser aussi les stratégies dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs. Disons que le plan stratégique est une véritable boussole pour l'entreprise lorsqu'il est rédigé dans les conditions exigées, notamment la rigueur, le format qui est imposé et surtout lorsqu'il emporte l'adhésion de tout le personnel. 3 éléments essentiels interviennent alors dans la réalisation de ce plan stratégique d'entreprise. D'abord, l'entrepreneur doit se demander aujourd'hui, où est mon entreprise aujourd'hui? Comment le travail se fait? Quelle est la place par rapport à ses concurrents? Le deuxième élément, c'est où est-ce que je veux voir mon entreprise dans 4 ans ou dans 5 ans? Et la troisième question, c'est une fois que j'ai défini où je veux voir mon entreprise dans un horizon donné, quels sont les moyens, donc les stratégies que je définis pour arriver à ma vision? Ces entrepreneurs togolais pourront ainsi s'organiser systématiquement pour mettre en place les stratégies par rapport aux prévisions et ceci grâce à un feedback bien défini. Économie encore, les actionnaires d'Ecobank Togo étaient lundi dernier en assemblée générale ordinaire. Ils ont statué sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014. Il s'est agi précisément de relever les performances de l'institution malgré les différents défis auxquels la banque a fait face l'année écoulée. Nous retrouvons Carmen Madji à Capo. Au cours de 2014, Ecobank Togo a accordé aux différents acteurs du secteur public et privé de l'économie togolaise un volume de financement évalué à 32 milliards de francs CFA. On note ainsi une augmentation qui porte l'encours des financements à 275 milliards de francs CFA, soit environ une croissance de 13% par rapport à l'année 2013. Le total bilan s'est donc établi à 257 281 000 francs CFA avec un résultat net bénéficiaire de 4 041 millions de francs CFA au 31 décembre 2014. Le résultat de l'exercice a été obéré par des provisions constituées en vue de faire face à la montée des risques sur le portefeuille ainsi qu'à une perte opérationnelle potentielle détectée au cours de l'exercice. Une revue de nos procédures a été mise en œuvre en vue d'améliorer notre capacité à prévenir les risques opérationnels et à améliorer le suivi de notre portefeuille de prêts.
EcoBank Togo s'est également illustré dans le social, avec à la clé la célébration pour la deuxième fois consécutive de EcoBank Day. EcoBank Day, célébré le 8 novembre 2014, a permis à la banque d'apporter son soutien au personnel et aux malades du centre hospitalier régional de Tchévié dans le cadre d'un entretien des lieux. Cette journée a également permis à la banque de faire un don de 2000 moustiquaires imprégnés aux orphelinats de la région maritime, 1000 gants et 1000 bavettes pour le centre hospitalier régional de Tchévié. Alexander Correa, directeur général d'EcoBank Togo, étant appelé à d'autres fonctions au sein du groupe, EcoBank Togo sera désormais dirigé par Binta Touré Ndoya, de nationalité malienne. La banque compte poursuivre son partenariat avec l'État et ses démembrements pour efficacement offrir des services d'encaissement des recettes du guichet unique du commerce extérieur ainsi que les recettes douanières de l'Office togolais des recettes OTR. Les festivités marquant la célébration de la journée de l'Europe le 9 mai dernier se sont poursuivies ce matin avec une journée portes ouvertes organisée par la délégation de l'Union européenne pour mieux faire connaître les actions de l'Union dans notre pays. Actions qui ont pour finalité le financement des projets sociaux pour le bien-être des populations. Clarisse Atikle. Plus d'une vingtaine de projets sociaux au Togo bénéficient de l'appui de l'Union européenne. La célébration de la Journée de l'Europe offre l'opportunité d'une journée portes ouvertes où les projecteurs sont mis sur toutes les actions de l'Union européenne au Togo. Objectif, mieux faire connaître l'amitié, la solidarité et surtout l'engagement de l'Europe en faveur du développement. C'est une envie d'ouvrir une fenêtre d'information à tous les citoyens togolais, à tous les Européens qui arrivent au Togo pour leur expliquer qu'est-ce qu'on fait avec l'aide au développement que l'Union européenne a avec le Togo. Nous établissons un cadre qui est basé sur le respect des politiques nationales et à partir de ce cadre, on étudie ensemble comment aider à compléter les actions que les autorités ou que la société civile fait déjà pour mettre en place cette politique. Donc je pense que c'est un état optimal. C'est un modèle que je défends parce que c'est un modèle de dialogue, c'est un modèle de respect et de concertation. Et vous pouvez le voir, il y a plus de 20 stands très divers, des associations qui travaillent dans les domaines de la justice, de l'environnement, de l'agriculture, des droits de l'homme, de l'eau et l'assainissement, des promotions de la femme, des infrastructures. Donc vous voyez, ça montre la richesse et la diversité de cette coopération. La plupart des projets que vous savez autour de cette place aujourd'hui s'insèrent parfaitement dans la politique de développement du gouvernement, l'ESCAP. Et ça, c'est notre guide. Donc les perspectives, c'est continuer à approfondir notre accompagnement à cette politique nationale du développement. Environ 40 millions d'euros, soit 25 milliards de francs CFA, sont injectés chaque année par l'Union européenne dans le financement direct de certains projets. C'est donc un partenaire privilégié du gouvernement togolais qui apprécie à sa juste valeur cette coopération. Le 10e FED nous a accordé 123 millions, mais nous avons fini le 10e FED à 160 millions d'euros. Et nous venons d'engager le 11e FED pour un montant indicatif de 216 millions d'euros. Donc c'est quand même des montants très consistants, des contributions consistantes au développement du Togo. Pour le 11e FED, il y a 3 secteurs de concentration qui sont l'État, la sécurité, enfin la question de gouvernance, il y a l'eau et l'assainissement et il y a l'énergie. Mais il y a des activités aussi des ONG qui sont financées sur ce FED et qui permettent de renforcer les capacités de la société civile pour leur meilleure contribution au développement. L'année 2015 est décrétée année européenne du développement. Il sera question d'optimiser la coopération, mais également de démontrer que l'aide au développement de l'Union européenne apporte un changement réel et durable dans la vie des populations. L'actualité hors du Togo est marquée par la situation confuse qui prévaut ce soir
au Burundi après l'annonce en début d'après-midi de la destitution du président Nkurunziza par le général Godefroy Niyombare, une annonce démentie par la présidence burundaise alors même que le président Pierre Nkurunziza était en Tanzanie pour un sommet sur la crise qui secoue justement son pays. Pour l'heure, les frontières et l'aéroport burundais sont fermés. Les tractations se poursuivent entre les militaires loyalistes au président Nkurunziza et ceux poutistes. Le fil des événements de cette journée dans ce reportage. Explosion de joie à Bujumbura, des chants et des cris de victoire pour célébrer l'annonce de la destitution du président Pierre Nkurunziza. Je suis heureux de voir qu'on a réussi à renverser le président qui a tenté de changer la constitution. Après tous les conflits du passé, il voulait un troisième mandat pour nous achever. Mais grâce à la révolution populaire, on a gagné, on ne renoncera pas. La nouvelle est tombée à la mi-journée sur les ondes d'une radio privée. Au micro, l'ancien chef des renseignements burundais, le général Godefroy Niyombare, limogé en février dernier. Le président Pierre Nkurunziza est destitué de ses fonctions et le gouvernement du Burundi a été dissous. Aussitôt, des centaines de citoyens gagnent les rues de la capitale. Certains se rassemblent devant le siège de la radio-télévision nationale. Affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, gaz lacrymogène et tirs de sommation. On va rester dans la rue jusqu'à ce qu'il laisse tomber le troisième mandat. On préfère mourir dans cette rue et après notre mort, il pourra régner sur les arbres et les immeubles. La riposte du chef de l'État se fait par Twitter. La situation est maîtrisée, il n'y a pas de coup d'État au Burundi, assure la présidence sur son compte officiel. Pierre Nkurunziza, lui, est à Dar es Salaam en Tanzanie. Coïncidence opportune ou ironie de l'histoire, il s'y trouve justement pour un sommet est-africain consacré à la crise au Burundi. Et certains souhaitent déjà qu'il prolonge son séjour. Il devrait rester là-bas en Tanzanie. On est fatigué de lui, de tout ce qu'il nous a fait. Il considère les citoyens comme une tasse de thé qu'il peut avaler. Eh bien, qu'il essaie de nous avaler maintenant. Mercredi en fin de journée, Pierre Nkurunziza a annoncé qu'il rentrait à Bujumbura. Côté état-major, des tractations semblent toujours en cours, avec d'un côté les soldats loyalistes fidèles au chef de l'État, de l'autre les militaires du camp putschiste, désormais menacés d'être traduits en justice par la présidence. À noter qu'on est toujours sans nouvelles du président burundais Pierre Nkurunziza à l'heure actuelle. Retour en page nationale, le comité d'action pour le renouveau CAR livre ses impressions sur le scrutin présidentiel du 25 avril dernier. C'était ce matin lors d'un point de presse. Le compte rendu avec Dodo Waré et Pierre Susoupa. Après les résultats définitifs de la présidentielle du 25 avril, le comité d'action pour le renouveau CAR porte son analyse sur l'ensemble du processus électoral. Il exprime sa position par rapport à la défaite de l'opposition. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous avons vu venir que les résultats donneront ce qu'ils ont donné. Donc la leçon que nous avons tirée, c'est que tout le monde doit comprendre aujourd'hui que tout seul, personne ne peut régler le problème du Togo. Et chacun doit être disposé à discuter véritablement avec l'autre pour arriver au compromis nécessaire pour qu'on fasse les réformes. Le CAR propose alors de repartir sur de nouvelles méthodes axées sur le dialogue, le consensus, mieux le compromis pour l'intérêt général de la population. Dans cette prochaine démarche, le CAR n'entend pas exclure d'éventuels regroupements qui pourra rassembler les forces acquises aux réformes. L'autre actualité de ce mercredi, c'est la 24e édition du Tour cycliste international du Togo qui se poursuit. Et ce mercredi, cette édition était à sa 3e étape, Niamtougou-Bassar, longue de 103 km. Une étape remportée par le Ghanéen Samuel Anim. Le résumé de la course avec Claude Ama. De Niamtougou, le fief des Nanga, les coureurs vont rouler un peloton tout en se guettant mutuellement et cherchant la moindre faille pour tenter des échappées. Mais la lutte est demeurée très serrée et stratégique. Les plus expérimentés restaient toujours sur leur qui-vive. Peu à peu, la situation va se décanter puisque 3 coureurs réussiront à s'échapper du peloton. Il s'agit du Ghanéen Samuel Anim, du Burkinabé Ilboudo Aruna et du Congolais Djoukwa Dumba Fisto. Seuls en tête, les 3 coureurs vont se livrer un véritable duel des titans. Et c'est le plus tacticien qui est parvenu à s'en sortir.
Celui-ci n'est autre que le Ghanéen Samuel Anim qui franchit le premier la ligne d'arrivée à Bassar, le berceau des Ignames, en 2h50 minutes 56 secondes, avec une vitesse moyenne de 36,41 km/h. Il est suivi du Congolais Djoukwa Dumba Fiston et du Burkinabé Ilboudo Aruna. Le Togo, qui n'a pas encore gagné une étape, améliore cependant son temps au classement général et reste confiant. On a gagné un peu de temps sur ce qui nous suit au classement général. Donc l'essentiel c'est ça. Donc ne pas perdre beaucoup de temps. Donc eux aussi les gens, on voit que les gens commencent à répondre. Demain c'est une étape de bloc, c'est vendredi aussi. Donc on va essayer nos chances pour pouvoir faire quelque chose. Togo Port, le parrain du jour, a apprécié le travail abattu par les cyclistes. Actuellement, par tout ce qui se fait au port de Guinée, nous voulons parler des réalisations. Le troisième quai, la DAPS avec une profondeur de 16,60 m, le guichet innovant pour le commerce extérieur. Tout cela concourt à faire du Togo un hub au niveau du port de Guinée. Du côté de l'organisation, il règne une certaine ambiance bon enfant et on s'en félicite. Alors, ce qui est très important, c'est de considérer qu'au départ, les Burkinabés ont dominé le troisième tour, mais à la suite de ça, vous avez quand même des coureurs ghanéens, les Français, qui ont bien sûr rempli de pleine course aujourd'hui et hier, parce que les Français ont remporté l'étape de Pierre hier, ce qui était très important. Et aujourd'hui, vous avez vu le coureur Ali du Ghana qui a fait une course parfaite. Il a roulé pratiquement tout le parcours avec des coureurs à la roue. Il a eu la gagné. Il a eu la chance, le coach jaune, le voiture de dépannage de Togolais, et puis le dépanner en 30 secondes. Comme d'habitude, des maillots ont été attribués aux cyclistes les plus méritants. Entre autres, les maillots Togo Terminal, Napoléon, Askai, Hôtel Sarakawa, Sogia Satom, Togo Port, XXL, Blue Line, Castelbir et enfin le maillot jaune du leader Togocel au Burkinabé Bamogo Sédou. Au niveau des écharpes, on notera celle de Montsavon au lait, Bessic, TVT et Liban. Le maillot jaune restera-t-il toujours sur les épaules du Burkinabé Bamogo Sédou? Nous le saurons jeudi à l'issue de la 4e étape Sokodé-Kabouli. Rendez-vous donc demain et c'est sur les échos du Tour cycliste international du Togo que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.